Allez, il est 11 heures. On va commencer le webinaire. Je vais partager ma webcam. Donc, bonjour à tous. Merci d'être présents avec nous aujourd'hui pour ce webinaire dédié à Moodle Workplace. Alors, avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, quelques petites informations pratiques sur la conduite de ce webinaire. Alors déjà, dans un premier temps, pour ma part, je suis Benoît Marchais, je suis responsable du service client au sein d'Innovation et je suis accompagné aujourd'hui d'Audrey Colmer qui va gérer toute la partie questions et ça m'emmène à vous dire que vous pouvez, vous ne pouvez pas discuter directement avec nous en utilisant votre micro, mais par contre, vous pouvez utiliser le module de questions et réponses de Zoom pour poser vos questions au fil de l'eau. Audrey pourra y répondre ou moi en fonction du type de questions. N'hésitez pas à poser vos questions vraiment au fur et à mesure. On y répondra par contre sur la fin de la session pour éviter que ce soit un peu trop saccadé. Voilà, donc là, l'objet aujourd'hui, c'est l'accélération de la digitalisation de la formation, avec notamment une démonstration d'un outil qui s'appelle Moodle Workplace. Alors, au niveau du plan de ce webinaire, il va être assez simple. Je vais commencer par rapidement présenter Innovation, ça va être très rapide, hein. C'est juste pour vous montrer ce qu'on est en mesure de proposer et derrière, on enchaînera sur les attentes des acteurs de la formation. Et après ça, on verra en gros quelles sont par rapport aux attentes, quelles sont les fonctionnalités intéressantes qui existent dans Moodle Workplace. Donc j'essaierai en fait de me connecter sous ces différents rôles ou profils, donc ressources humaines, managers, collaborateurs, formateurs, pour vous montrer un peu qu'est-ce qu'il est possible de faire avec cet outil et dans quelle mesure les fonctionnalités qui sont présentes répondent aux attentes directes des acteurs de la formation au sein de l'entreprise. Donc rapidement, innovation, solution. Alors je ne l'ai pas dit, mais donc effectivement, vous ne pouvez pas discuter avec nous, vous pouvez poser vos questions, mais sachez que la vidéo est enregistrée, enfin le webinaire est enregistré, donc vous pourrez très bien le revoir après sur notre chaîne YouTube d'ici demain, je pense, une fois qu'on aura travaillé un peu sur la mise en forme. Donc Innovation Solutions, c'est une structure qui a été créée dans les années 2000, qui compte maintenant plus de 60 collaborateurs. Donc, pour certains qui nous suivent, on était à 55 il n'y a pas longtemps, mais on embauche assez régulièrement. On a un chiffre d'affaires de 5 millions et un point qui est intéressant, c'est qu'on récupère une quote-part de ce chiffre d'affaires pour investir dans la construction de logiciels que l'on va greffer sur les différentes plateformes que l'on propose. Au sujet des différentes plateformes que l'on propose, donc il y en a 4, deux et une qui nous intéresse. Donc la première, c'est Moodle, qui est la solution open source la plus utilisée dans le monde. Donc ça, certainement que tout le monde connaît Moodle. Moodle Workplace, qui est la solution Moodle pour entreprise, donc toute la puissance de Moodle avec la puissance pédagogique de Moodle avec des fonctionnalités propres à l'entreprise. On verra d'ailleurs aujourd'hui. Totara, qui est une solution qu'on appelle un fork de Moodle, ça a été développé sur une base de Moodle il y a de ça quelques années. Maintenant, ils sont vraiment séparés et qui propose pas juste un LMS, donc pas juste un Learning Management System, mais également ce qu'on appelle un LXP, Learning Experience Platform, qui permet de faire de la curation de contenu, qui permet de gérer les compétences des utilisateurs, qui permet de donner la capacité aux utilisateurs de proposer eux-mêmes des formations, etc., etc. Je vous parlais de la partie recherche et développement d'innovation. Cette partie-là nous a permis de créer ce logiciel qui s'appelle Aura, qui est une solution qui permet en fait de gérer les talents et les plans de carrière dans l'entreprise et qui se greffe aux différents LMS, LXP que l'on propose. C'est vraiment quelque chose qui peut être utilisé, ce qu'on appelle standalone, qui peut très bien être greffé à n'importe quel outil existant en récupérant les compétences et en gérant derrière la partie plan de carrière. Les solutions, les services que l'on propose rapidement, on couvre vraiment le spectre assez large de tout ce qui touche de près ou de loin à l'e-learning, donc la partie conseil en amont projet ou sur une refonte de projet, la partie formation avec le transfert de compétences. On a une grosse activité sur le développement
des développements spécifiques liés aux solutions qu'on propose. On a un studio de création qui nous permet d'être force de proposition sur du contenu pédagogique. On fait de l'hébergement, donc on peut proposer différents hébergements mutualisés dédiés sur différents pays. Et on fait également du support et de l'accompagnement sur, encore une fois, les différentes solutions qu'on propose. Accompagnement technique ou fonctionnel d'ailleurs. Voilà, alors c'était juste pour vous situer un peu le contexte. J'ai juste quelques petits slides à vous montrer pour engager la conversation et surtout pour poser les bases de ce qu'on va voir sur la démonstration de Moodle Workplace. Donc j'ai juste 2 slides, ça va aller très vite. Après, l'idée c'est vraiment de passer du temps sur la plateforme directement pour que vous puissiez voir un peu à quoi ça correspond. Alors, je pense que c'est clair pour tout le monde qu'il y a vraiment il y a un avant, un après confinement. En tout cas, en ce qui concerne l'e-learning, c'est flagrant. Et ce que l'on observe justement après ce confinement, c'est dans un premier temps le changement de regard sur l'e-learning. Et changement de regard à différents niveaux, au niveau des formateurs comme au niveau des collaborateurs principalement. Au niveau des formateurs, parce qu'avant, alors c'était peut-être pas le cas pour tout le monde, mais avant il y avait toujours l'appréhension d'utiliser l'e-learning, car on voyait ça comme quelque chose qui allait piquer le boulot des formateurs. Donc les formateurs étaient assez réticents, la conduite du changement était assez compliquée. Maintenant, il y a vraiment cette visibilité, enfin en tout cas cette vision de l'e-learning comme étant juste un outil qui va servir à diffuser du contenu pédagogique. Il y avait cette problématique également d'embarquer les collaborateurs dans l'e-learning. C'était jamais évident. Avec la période de confinement, les collaborateurs se sont habitués à régulièrement se connecter en ligne, à échanger en ligne, à diffuser de l'information en ligne, à utiliser en fait les outils numériques de manière assez régulière. Et du coup, on a vraiment ce changement de regard je dirais que tous les voyants sont au vert pour se lancer dans l'e-learning, car la conduite du changement a vraiment été simplifiée maintenant pour en tout cas ces acteurs-là, à savoir les collaborateurs et les formateurs. C'est un point qui est plutôt positif. Le deuxième constat que l'on peut faire, c'est qu'avec l'institutionnalisation du télétravail, on a vraiment maintenant une explosion des barrières géographiques. Il n'y a plus de problème à exercer un travail, en tout cas à appartenir à une structure qui est très éloignée de l'endroit où on se situe. Il y a vraiment maintenant la possibilité assez facilement avec les outils qui existent d'échanger en ligne et d'effectuer du télétravail de manière assez régulière. Alors ça a un effet de bord qui est important, qui fait que sur la rétention des talents, les gens ont plus, enfin, en tout cas, ont moins d'appréhension à partir pour les travailler et les ressources humaines ont aussi moins d'appréhension à embaucher des personnes qui ne sont pas forcément, qui ne travaillent pas, enfin, qui ne sont pas forcément domiciliées à côté de l'entreprise qui embauche. Alors ça, le risque, c'est ça, c'est de perdre, en fait, d'avoir une fuite des talents. Et donc aujourd'hui, plus que jamais, il faut que les ressources humaines et les managers aient conscience de l'importance du bien-être des collaborateurs au travail. Et à ce sujet-là, il y a une étude qui montre que 70% des collaborateurs sont plus à même à rester dans une entreprise si cette entreprise-là leur offre en fait la possibilité de monter en compétences et d'évoluer au sein de la structure. Donc c'est un point, la formation, qui est un point important dans le bien-être des collaborateurs au travail. Donc un point qui doit être mis en avant pour la rétention des talents. Le dernier élément, c'est il y a une étude également qui montre que pas mal de structures commerciales vont être amenées en fait à abandonner le système de salon où le démarchage se faisait en fait en face à face. Donc ils abandonnent ce système-là au profit justement d'un déploiement plutôt numérique. Et on observe exactement les mêmes choses dans la formation. Donc il y a vraiment un changement de paradigme sur le mode de communication et le mode d'échange sur les prochaines années. Oui, je fournirai les références. Hein. Je les fournirai sur le... Il y a une question qui porte sur les références que je cite. Je les fournirai sur la vidéo qu'on enverra. Et donc, par rapport à ça, donc, cette étude montre que effectivement, les gens vont avoir tendance en fait, à se passer de plus en plus du face-à-face au profit
d'éléments numériques. Et l'e-learning ne déroge pas à la règle, d'où l'intérêt et l'importance d'adapter l'offre pour répondre justement à ces tendances. Donc ces trois éléments-là nous montrent en fait que concrètement, tous les voyants sont au vert pour se lancer dans l'e-learning. Les outils existent, les collaborateurs et les différents acteurs sont à même justement d'être OK avec cette conduite de changement. Donc, il faut vraiment, c'est vraiment le bon moment pour se lancer dans la partie e-learning. Alors, par rapport à ça, il faut quand même se rendre compte en tout cas, être en mesure d'analyser les différentes attentes des acteurs qui justement gravitent autour de cette formation au sein de l'entreprise. Alors, le deuxième slide, ça va être ça va être essayer de montrer en fait quelles sont grossièrement les attentes des différents acteurs qui gravitent autour d'une formation qui peut être proposée au sein d'un outil de type LMS ou LXP. Alors, on retrouve et c'est le point important, c'est souvent un outil commun, mais des attentes qui sont différentes. Et alors, j'ai essayé de grossièrement, vos structures n'ont pas forcément peut-être toutes ces strates-là, mais grossièrement, on retrouve ces différents acteurs. Le premier acteur, c'est le service des ressources humaines. Et donc là, l'objectif des ressources humaines, ça va être tout simplement d'assurer le suivi administratif des collaborateurs, et assurer aussi la conformité des attentes réglementaires. Donc là, ça va être de proposer assez rapidement un onboarding pour les utilisateurs, pour leur permettre de comprendre quelles sont les valeurs de l'entreprise, quels sont les risques par rapport à la sécurité, quels sont les risques liés aux personnes, liés à la sécurité, etc. etc. Et un ensemble de choses qui peut permettre de se mettre en conformité par rapport à un certain nombre de réglementations. Donc ça, c'est l'objectif des services de ressources humaines. Et je dirais que l'objectif également sous-jacent, ça va être de permettre d'assurer ce suivi administratif de manière la moins chronophage possible. Donc la recherche, enfin en tout cas, l'objectif est de trouver un produit qui permette assez facilement et en masse de mettre en place des choses qui vont générer automatiquement des embarquements d'utilisateurs sur différents niveaux. On va le voir, Moodle Workplace répond par rapport à ça, avec notamment la possibilité de mettre en place ce qu'on appelle des organisations, donc avoir exactement la récupération de la structure hiérarchique qui existe dans l'entreprise dans Moodle Workplace, et un autre outil qui s'appelle les règles dynamiques, qui permet de mettre en place des conditions, des règles qui vont, dès qu'elles sont remplies, générer des actions en masse d'inscription d'utilisateurs à différents parcours. Donc, on a vraiment quelque chose qui va être automatisé. Donc, une fois qu'on a mis en place ces règles-là, on s'est mis d'accord en début d'année ou de manière régulière sur comment on embarque les utilisateurs, ça se fera automatiquement. Le deuxième acteur qui d'ailleurs est en pleine mutation par rapport justement à ce côté e-learning, c'est le manager. Le manager, lui, son objectif, ça va être d'assurer la performance, d'assurer la visibilité, enfin en tout cas d'être en capacité de voir la performance de son équipe, et ça assez facilement. Donc la notion de rapport, remontée de rapport avec des KPI qui vont lui informer si telle ou telle personne est en retard, ou si telle ou telle personne n'est pas encore compétent pour exercer le métier, etc. Okay, et puis il va tout simplement être en mesure de, par rapport à ce qu'il attend de ses collaborateurs sur le terrain, pourquoi pas pousser des formations directement à ses collaborateurs. Et c'est dans ce sens-là où je dis que le rôle de manager change un peu. Le rôle de manager, ça va plus de gérer ses collaborateurs, ça va être également d'être en force de proposition sur pourquoi pas des formations qualifiantes et certifiantes auprès de ses collaborateurs. Et dans ce sens-là, vous voyez, nous, on a mis en place quelque chose d'un peu particulier, et c'est aussi quelque chose qui est intéressant dans Moodle Workplace. On a mis quelque chose, on a transformé le manager, donc qui est plutôt en fait quelqu'un qui généralement regarde juste des rapports, des KPI sur qu'est-ce qui se passe au sein de mon équipe. On a rajouté des capacités supplémentaires à ces managers pour leur permettre d'inscrire les collaborateurs qui dépendent de ces managers à des parcours pédagogiques. Donc le manager n'est pas juste le manager, c'est un manager qui va être en capacité de pousser de la formation, et donc quelque part de prendre un peu aussi, enfin en tout cas d'aider, de suppléer le service ressources humaines sur ce point-là. Alors je trouve que ça a une certaine logique dans la mesure où
à mon sens, le manager est celui qui est le plus à même d'être en capacité de comprendre les attentes des collaborateurs. C'est celui qui est directement en contact avec eux. Donc, c'est lui qui peut être force de proposition et pertinent par rapport aux formations qui peuvent être proposées. Le formateur, donc là, le formateur, lui, c'est tout simplement de bénéficier d'outils intégrés permettant la mise en place de contenus pédagogiques efficaces et dynamiques. Ça va être tout simplement d'être en mesure, par rapport aux outils qu'il maîtrise actuellement, qui sont certainement ou potentiellement des outils externes, pouvoir continuer d'utiliser ces outils et de les déployer facilement sur la plateforme. Donc là, on verra, il y a la notion d'activité externe, etc., des choses qui existent, qui permettent facilement de ne pas changer les habitudes des formateurs. Et puis, la plateforme propose également un certain nombre d'outils qui vont permettre aux formateurs directement de produire du contenu pédagogique, blended learning ou du contenu e-learning 100%, en utilisant les outils que propose Moodle Workplace. Et à ce niveau-là, Moodle Workplace bénéficie de toute la puissance pédagogique de Moodle, qui a été créé il y a très longtemps et qui a été créé aussi par des formateurs, des universitaires, donc énormément d'outils et d'activités ressources qui permettent de produire ce contenu pédagogique. Le dernier acteur, et non des moindres, c'est bien évidemment le collaborateur. Et là, il y a une volonté tout simplement de faire en sorte que ces collaborateurs puissent facilement être embarqués dans le flot du travail quotidien, dans une formation qui va être engageante et certifiante, avec la possibilité de le faire. Donc, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le collaborateur au sein d'une structure, d'une entreprise, ne bénéficie que de 7 minutes, en fait, en gros, avant d'être dérangé, soit par les mails, soit par les coups de téléphone, soit par le manager, quelquefois. Donc 7 minutes, c'est pas très long. Donc donner la possibilité, dans le flot de travail, de permettre à l'utilisateur de se former 7 minutes avec rapidement une prise en main. Alors là, c'est suivre sans couture, c'est sans devoir potentiellement se connecter à une autre plateforme, sans devoir aller chercher ses mots de passe ou envoyer un message pour les récupérer, etc., etc. Donc ça, c'est un point qui est aussi important. Ça va toucher à l'ergonomie de la plateforme et la capacité de la plateforme à s'ouvrir aux différents outils que propose l'entreprise, et notamment, là on va parler de SSO, c'est la possibilité à un utilisateur qui est connecté déjà à un outil interne d'être connecté à cet outil, d'être connecté à Moodle Workplace directement. On va pouvoir, pourquoi pas, remonter Moodle Workplace au sein d'un outil qui pourrait être Teams, par exemple, donc intégrer du contenu pédagogique directement dans la solution qui est utilisée pour échanger au quotidien, mettre en place des visioconférences qui vont être intégrées directement dans le parcours, des visioconférences dont on a l'habitude d'utiliser, donc Teams, Zoom, etc. Donc voilà, avoir un outil qui est suffisamment ouvert pour permettre d'incorporer ces différents outils et qu'il n'y ait pas de rupture de connaissances pour le formateur qui va se lancer dans cette partie-là. Voilà, donc les 4 acteurs. Donc là, l'objectif, c'est de mettre en adéquation les fonctionnalités qui existent dans Moodle Workplace. Et là, je vais certainement couper ma vidéo parce que je vais faire un partage d'écran, donc il y aura peut-être une baisse de débit. Mais en gros, ça va être de récupérer ces différents acteurs, de se connecter à ces différents acteurs qu'on peut retrouver dans Moodle Workplace de différentes manières, soit sous forme de rôle, soit sous forme de profil utilisateur, et de vous montrer ce qu'il est possible de faire. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais me connecter en tant que collaborateur au sein d'une structure qui utilise Moodle Workplace, une structure qui s'appelle Vitaresto, qui n'existe pas, qui est une structure fictive. Ce collaborateur, en fait, vient d'être embauché, et il y a tout un système derrière qui du coup, est créé. Le service informatique a créé son adresse mail, il l'a tagué dans le SIRH, donc les ressources humaines l'ont bien tagué comme étant embauché à tel niveau hiérarchique, avec tel poste, etc., avec tel manager derrière. Donc on a tout un système qui est mis en place au niveau des outils internes de la structure, et tout ça va par des web services, par des synchronisations, se déployer directement sur le Moodle Workplace. Donc, ce qui fait que quand l'utilisateur va arriver, et je vous montrerai comment ça se passe quand on arrivera aux acteurs correspondant aux ressources humaines, quand cet utilisateur arrive, il est déjà dans
il a déjà été identifié par la plateforme, on connaît déjà des choses de lui, il y a des règles dynamiques qui ont été posées, je vous montrerai après comment elles ont été créées. Donc cet utilisateur va directement être embarqué avec des parcours qui correspondent au profil et au poste qu'il occupe. Alors, je vais quitter ce slide. Hop, et je vais me connecter du coup à cette plateforme. Est-ce que vous voyez toujours, des fois il y a des petites coupures qui se produisent, est-ce que vous voyez toujours mon écran et donc est-ce que vous voyez toujours Oui, ok, très bien. Alors, je vais me connecter maintenant, alors, je vais prendre les codes, je vais me connecter en tant que cet utilisateur, ce collaborateur, donc, qui est en fait responsable technicien au sein du service après-vente. Donc, il a un côté un peu... il touche un peu à l'informatique, il touche à la relation client, etc. etc. Donc, hop, on va, une fois qu'il se connecte, ça commence bien, je vais me tromper. Une fois qu'il se connecte, voilà. Alors, première chose, il vient de se connecter, il vient de créer, son compte vient d'être créé. Donc, il y a une partie importante qui est à prendre en compte, notamment pour la partie ressources humaines et réglementation au sein de la structure, ça va être notamment la notion du RGPD. Alors, tout ça peut être géré normalement par le biais d'un contrat, ce n'est pas forcément toujours le cas. Sachez que la plateforme Moodle Workplace permet justement de gérer la partie RGPD avec la signature, la validation du consentement des utilisateurs, des collaborateurs sur les données qui sont conservées. Donc là, c'est la première chose. La première étape, ça va être que l'utilisateur prenne conscience en tout cas, on puisse lire le règlement de site. Alors, ça peut être quelque chose de plus complexe. Hein. C'est juste un règlement sur les données qui sont conservées ou autres. Et derrière... Ah oui, excusez-moi, je ferme j'ai oublié de fermer la vidéo. Hop, et derrière... voilà. Donc, il a consenti à valider le RGPD et du coup, directement, il tombe sur son tableau de bord. Le tableau de bord est l'endroit où l'utilisateur, alors là c'est une erreur de ma part, normalement il aurait dû, il y a une visite guidée qui se lance, mais comme je l'avais déjà lancée quand j'ai fait mes tests, elle ne s'est pas lancée. Donc là, normalement, quand la première fois qu'il se connecte, il y a une visite guidée qui se lance et qui va permettre à cet utilisateur de savoir un peu se situer, avoir une petite introduction sur l'outil. Et c'est ce qu'il voit actuellement. Donc là, c'est le tableau de bord avec différents points qui vont lui permettre de comprendre que voilà, il peut retomber au tableau de bord en cliquant sur le logo directement, qu'il a la notion d'échéance sur son tableau de bord avec des actions à venir potentiellement, là, il a un certain nombre de parcours pédagogiques qui lui sont proposés, donc parcours de formation. Il y a des dates d'échéance qui lui sont imposées par rapport à différents parcours. Là, c'est le cas ici. J'ai une échéance le 16 juillet pour cet utilisateur. Et il peut à tout moment cliquer juste sur un seul bouton pour lancer sa formation, en l'occurrence début, et que ce bouton change en fonction de la progression de l'utilisateur. On a la notion d'indicateur de progression. L'utilisateur a l'information de où il en est. Hein, c'est un camembert qui va progressivement se valider au fur et à mesure de la progression de l'utilisateur. Et derrière, il a aussi la notion de chronologie d'action. Hein, il y a des choses qui vont s'ouvrir en fonction de ce qu'il a fait, ce qu'il a terminé précédemment. Et tant qu'il n'aura pas terminé précédemment des choses, il ne pourra pas passer à la suite. Voilà, la visite guidée est terminée, après, elle ne se réactivera pas, à moins qu'il relance la visite guidée, c'est ce que j'ai fait ici, hein, ou alors si un administrateur a décidé d'imposer que la visite guidée surface. Alors là, l'utilisateur, il est inscrit à un programme, une certification, un programme certifiant avec d'ailleurs une échéance. Un programme, c'est tout simplement un enchaînement de cours, et c'est ce qu'on voit ici. Donc là, il a un premier cours à faire, après il va rentrer dans un autre devoir, puis il aura un espace... deux éléments, deux regroupements de cours qu'il devra faire au fur et à mesure, ou compléter au moins un élément. Donc il y a tout un système, vous voyez, où il peut suivre un contenu pédagogique. Là, on est vraiment... Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est parce qu'il a été identifié comme appartenant à un certain poste, un poste particulier, la technicien support, que cette certification a été lancée. C'est automatiquement qu'elle a été faite. Ce n'est pas le cas de quelqu'un qui a dit tiens, je vais t'inscrire à ce parcours-là. Alors, juste pour vous situer concrètement ce que peut être un cours, hein, donc un élément, parce qu'on a la notion de certification de programme, donc c'est un enchaînement de cours, et on peut très bien avoir des cours très simples, comme par exemple les risques cyber, qui est un cours autonome pour lequel l'utilisateur va pouvoir faire des formations. Donc, si je rentre par exemple dans ce cours, voilà à quoi peut ressembler en fait un cours
alors c'est pas forcément toujours comme ça, mais à quoi peut ressembler un cours dans Moodle Workplace? Ça peut être tout simplement des étapes à valider. Donc là, en l'occurrence, un certain nombre de vidéos sur la cybersécurité. Alors, il y a le chantage à la webcam. Donc là, j'ouvre une vidéo YouTube. Et vous voyez, dès que j'ouvre la vidéo, hop, même sans l'avoir lu, alors c'est ce que j'ai mis hein, comme restriction, comme critère d'achèvement, hop, on a une petite coche qui se met en place. Pareil, et à chaque fois, ce sera comme ça. Donc, dès que l'utilisateur ouvre ces éléments-là, il va pouvoir derrière valider, voir la vidéo, et à un moment donné, on va pouvoir, pourquoi pas, lui proposer une visioconférence, quelque chose qui va lui permettre d'avoir un face-à-face avec une personne experte de la cybersécurité. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est, alors je ne l'ai pas mis ici, mais on aurait très bien pu mettre en place quelque chose qui permet à l'utilisateur enfin, en tout cas, de mettre en place une restriction d'accès en fonction justement de l'accès à la visioconférence, faire en sorte que l'utilisateur ait vu ces différents éléments-là avant de passer par exemple à la visioconférence. La visioconférence, ça va être quoi? Ça va être tout simplement quelque chose pour l'utilisateur, ça va être un certain nombre de sessions proposées, et l'utilisateur va pouvoir s'inscrire à ces sessions directement et dire voilà, je vais être notifié et valider que je m'inscris à cette session présentielle. Donc voilà, hop, je suis inscrit. Donc là, il peut y avoir un nombre tout un système de notification qui va permettre à l'utilisateur d'être alerté, notamment comme quoi son inscription est validée. Le formateur qui s'occupe de la session de visioconférence de cette date-là va pouvoir lui également aussi être averti que cette personne est inscrite. Et puis derrière, on va pouvoir, en tant que formateur, une fois que la session est passée, notifier les utilisateurs qui étaient présents ou absents et potentiellement déclencher la validation d'éléments qui vont, pourquoi pas, derrière, permettre de déclencher le test de fin de formation et la mise à disposition du feedback sur la formation, donc le feedback plutôt qualité, hein, et pourquoi pas, derrière, les ressources que l'on met à disposition sur l'ensemble de cette formation. Vous voyez qu'il y a des choses qui peuvent se déclencher aussi de manière globale. Le cours ne se valide pas quand on a tout fait, il se valide uniquement si j'ai 7 éléments-là, 7 éléments que j'ai notifiés qui sont pour moi importants, qui sont validés. Et vous voyez ici, là, concrètement, plus de détails, voilà tout ce que je dois faire pour que ces éléments-là soient validés. Donc là, quelque chose d'assez facile. Donc voilà à quoi peut ressembler un cours. Ça peut ressembler à quelque chose de très simple. Alors, ça pourrait très bien être juste une vidéo et des questions. Hein. Ça peut vraiment être, je parlais des 7 minutes disponibles pour un utilisateur, ça peut très bien être ça. Alors l'avantage du parcours, c'est justement cette partie-là, c'est qu'on peut très bien imaginer avoir donc, des parcours, des éléments pédagogiques très simples, avec du rapid learning, où l'utilisateur va tout de suite faire des petites étapes, mais de 7 minutes maximum. Donc là, je vous ai montré un cours assez simple. Le cours peut très bien être beaucoup plus complexe. Voilà, en fait, un cours, où alors, vous voyez, on a à peu près la même forme, mais le cours, il est, là, j'ai des étapes plus importantes, c'est-à-dire que je vais rentrer par exemple, dans un test de positionnement, c'est-à-dire que je vais pousser un test de positionnement et valider un test. Donc là, je vais lancer un test pour cet utilisateur, et une fois qu'il aura répondu à ces 10 questions, potentiellement, il y a des choses qui vont s'ouvrir parce qu'il aura une note qui ne correspondra pas à la note qu'il devait avoir. Et c'est le cas ici. Vous voyez, j'ai une séance de rattrapage, j'ai validé une première étape et j'ai cette séance de rattrapage qui s'ouvre. Pourquoi? Parce que l'utilisateur n'a pas eu la moyenne. Donc là, je n'ai rien mis dans cette séance de rattrapage. C'était juste pour vous montrer qu'on pouvait déclencher des ouvertures en fonction de quelque chose qui a été fait par l'utilisateur. Derrière, on peut très bien avoir des activités, des ressources qui vont être mises à disposition, un forum, on va le voir quand je vais attaquer la partie formateur. On peut très bien produire du contenu pédagogique. Alors, il y en a un qui sort un peu du lot, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un outil qui s'appelle H5P, qui permet nativement dans Moodle Workplace de concevoir du contenu pédagogique interactif, de transformer par exemple une simple vidéo en vidéo interactive dans laquelle on va pouvoir poser des questions, etc. etc. Alors nous, on l'utilise notamment pour pousser ce qu'on appelle un livre interactif. Et donc là, quelque chose d'assez simple, vous voyez, je peux même le mettre en plein écran. J'ai un livre interactif avec un certain nombre de chapitres, et les utilisateurs, une fois qu'ils ont visualisé, répondu à quelques petites questions, ils vont pouvoir derrière passer à la suite, etc., etc. Donc là, j'ai plein de petites vidéos que je peux visualiser, je peux répondre à des questions directement, je peux avoir des QCM, des QCS, du glisser-déposer, et à la fin, j'ai un résumé de transmission que je peux soumettre et valider une connaissance ou passer en fait à la suite du contenu pédagogique. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en gros, on peut très bien, dans Moodle Workplace, avoir des parcours qui sont
étoffés, des parcours qui sont très simples, de l'ordre que de la vidéo, et jouer là-dessus et permettre à l'utilisateur de suivre différents parcours. Je ne l'ai pas mis en place ici, mais on pourrait très bien imaginer dans l'embarquement, parce que là je suis parti du principe que l'utilisateur, on lui impose en fait, hein, il est nouveau dans l'entreprise, on lui fait un onboarding, et notamment sur le métier qu'il exerce, la certification de technicien support, et c'est le cas ici. Hein. Vous voyez là, si je clique sur le petit bouton, là, il a 1 mois pour faire cette certification, et cette certification sera valable 1 an, et il devra la renouveler au bout d'1 an. Donc on peut très bien faire en sorte de mettre en place des règles dynamiques, ou en tout cas un contenu qui va automatiquement pousser l'utilisateur, enfin pousser du contenu à l'utilisateur, mais on pourrait très bien imaginer que c'est l'utilisateur lui-même aussi qui va choisir du contenu. Donc là, je ne l'ai pas mis, mais on pourrait très bien construire un cours qui serait une sorte de catalogue, un catalogue des cours qui sont proposés et ouverts à l'ensemble des collaborateurs, encore une fois, en relation avec le métier qu'il exerce. Donc là, je ne l'ai pas mis en place, mais c'est quelque chose qui pourrait être fait. Donc là, vous voyez, la progression change. Il peut se passer plein de choses. Je ne vais pas aller au bout de ce qui pourrait se produire au sein d'un cours. Concrètement, une fois que j'ai validé un cours, je peux obtenir un certificat, je peux obtenir un badge, je peux obtenir une compétence, et tout ça va se gérer automatiquement. Voilà la vue du collaborateur, une vue très simplifiée. Il tombe à chaque fois sur le tableau de bord. On peut très bien faire en sorte que ce soit à chaque fois le dernier accès qui soit mis en place, qui fait que si je lance par exemple un programme, ce programme-là va directement se mettre au tout début et je vais pouvoir suivre comme ça au fil de l'eau mon programme. Voilà, donc on a cette partie-là qui est vraiment très très simple, avec une ergonomie facile. Donc je vais me déconnecter de cet utilisateur, et je vais passer à un rôle qui est plutôt le rôle de manager. Alors pour faire vite et pour éviter de passer du rôle de manager, après du rôle de formateur, j'ai pris en fait un rôle de manager qui a également la capacité de concevoir du cours. C'est une des forces, je vous en ai parlé au tout départ de ce webinaire, c'est une des forces de Moodle Workplace, c'est qu'on peut en fait customiser les rôles vraiment sur mesure et permettre, en fonction de ce qu'on souhaite ouvrir comme capacité ou comme visibilité, on peut changer, et la capacité de certains utilisateurs à intervenir, à interagir avec certains points de la plateforme. Alors, je vais me connecter en tant que manager de cet utilisateur que je viens de voir. Voilà. C'est fait. Alors là, il y a une chose qui change directement, c'est que lui, c'est déjà connecté, donc il n'a pas la partie RGPD. Le manager peut très bien être dans la situation où il est lui-même apprenant, hein, donc c'est pour ça que là, il a obtenu des badges, il a suivi du cours, il a une notion d'apprentissage, il suit des cours, là, il a déjà validé les outils informatiques 1 et 2, il n'a pas encore fait la sécurité incendie, il a fait les locaux matériels et équipements, etc. Alors la première chose qui diffère par rapport à un collaborateur, c'est que le manager va avoir une vue assez précise de son équipe. Il peut d'ailleurs, vous voyez, il y a une notion de filtre, hein, il peut directement, là, on le verra hein, quand on verra le rôle de ressources humaines, mais en gros, cet utilisateur a un niveau hiérarchique, et puis on peut très bien afficher que les utilisateurs qui sont en rapport direct, c'est-à-dire que au niveau hiérarchique N-1, et on peut aussi avoir les N-2, N-4, etc. Donc là, c'est ce que j'ai choisi. Hein. C'est pour ça que j'ai une liste qui est assez importante. J'ai 12 utilisateurs. Si j'utilise uniquement les utilisateurs qui sont en direct avec la position qu'occupe ce manager, j'en ai un peu moins. Et voilà, donc là, on peut, comme ça, il peut déjà trier facilement ce rapport. Il a des éléments d'alerte, c'est-à-dire que là, par exemple, l'utilisateur avec lequel j'étais connecté, lui, on voit qu'il suit un certain nombre de programmes de certification, il n'y a pas d'alerte par rapport à lui, mais j'en ai d'autres qui sont, par contre, qui ont a priori des retards sur certains éléments. Donc là, il faut, vous voyez, là j'ai deux certifications, enfin une certification à un programme pour lequel l'utilisateur est en retard. Je vais pouvoir pousser un message personnel, ou tout simplement assez facilement lui téléphoner s'il n'est pas au bureau à côté de moi, soit me déplacer pour lui dire qu'attention, il doit se former. Donc là, je peux très bien lui envoyer un message directement. Alors si le collaborateur n'est pas connecté, directement, le message sera envoyé par mail. Sinon, il aura un petit point qui va s'afficher avec un 1, lui informant qu'il a quelque chose qui s'est passé et que son collaborateur lui écrit. Donc là, c'est cette notion de visibilité, d'alerte
rapidement sur ce qui se passe. Alors, il y a aussi la possibilité directement d'avoir les programmes pour lesquels les utilisateurs sont en retard. Donc là, encore une fois, j'ai l'ensemble des collaborateurs liés à ce manager avec une vue assez concise de qui est en retard, qui a terminé et échoué le programme, qui est en cours et potentiellement qui a validé. J'en ai pas qui ont validé, mais potentiellement des gens qui auraient pu valider. Voilà le type de rapport que j'ai qui permet d'avoir une vue assez concise de ce qui se passe rapidement une fois que le manager se connecte. Deuxième point intéressant, et ça rejoint donc les attentes des managers dont le rôle change vraiment, ça va être au fur et à mesure que le manager discute avec le collaborateur, ça va être d'être en mesure de proposer, et puis aussi ce qu'il observe sur le terrain, de proposer du contenu pédagogique, un contenu pédagogique adapté en relation avec ses attentes en termes de connaissances, de compétences sur le terrain. Donc être force de proposition auprès des collaborateurs qui suivent de contenu pédagogique. Alors c'est un point, une fonctionnalité qui est intéressante par rapport à Moodle Workplace, c'est que le manager peut avoir un rôle un peu peut avoir deux casquettes. Donc le rôle de manager qu'on vient de voir ici, donc de suivi d'un certain nombre de collaborateurs par rapport à son niveau hiérarchique, mais également potentiellement de jouer. Alors là, j'ai mis exprès pour encore une fois donner la capacité à créer des cours, mais on pourrait très bien faire en sorte que cet utilisateur n'ait qu'uniquement la capacité de jouer sur le programme, et auquel cas on pourrait très bien dire, bon ben voilà, j'ai observé que telle personne a telle lacune par rapport à tel élément, ou telle notion, bah, la sécurité des personnes par exemple, et ben, je peux très bien en fait rentrer sur cet aspect-là et aller inscrire des utilisateurs, vous voyez j'ai un volet utilisateur, et affecter des utilisateurs qui ne sont pas inscrits à ce parcours. Donc là, je pourrais directement aller jouer sur, je sais pas moi, inscrire une personne directement et l'inscrire sur comment s'appelle ce parcours. Donc là, on voit d'ailleurs les sources d'affectation. Là, c'est une source qui est plutôt automatique. C'est une règle qui a généré en fait la liaison entre ce programme et cet utilisateur, alors que là, c'est moi personnellement, par le biais de ce manager, qui a inscrit manuellement cet utilisateur. Alors, le statut de la certification, pour l'instant, il n'a pas encore commencé. On verra d'ailleurs comment se passe cet élément-là. On peut tout de suite aller le voir, comment se passe cette certification. Donc, alors là, je ne l'ai pas mis en place, c'est une erreur. D'ailleurs, je vais plutôt que vous montrer celle-ci, je vais vous montrer celle que je vous ai montrée avec l'utilisateur qui était connecté. Donc là, si je vais dans certification, la certification associée, c'était technicien support. Et donc, si je rentre dedans, voilà la chronologie d'événements que j'ai mis en place. Excusez-moi, c'était pas ça. C'est là. Je suis dans la certification. Voilà ce que j'ai mis en place. C'est en gros la date de début de la certification, c'est à partir du moment où l'utilisateur est inscrit dans la certification. La date d'échéance, ça va être un mois après, c'est ce que je vous ai montré. Et la date d'expiration, c'est un an après. Alors après, je pourrais très bien dire qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe une fois que l'utilisateur s'est certifié. Là, j'ai la possibilité de dire, une fois que l'utilisateur est certifié, il doit se recertifier un an après, et à partir de quand je l'informe qu'il doit se recertifier. Donc là, on a un mois avant l'échéance de la certification, l'utilisateur va être rappelé à l'ordre et devoir se recertifier et être lancé sur un chemin de certification qui n'est pas différent, donc qui est identique au chemin de certification initial. Là, on a tout un système, vous voyez, de mise en place comment s'appelle, d'éléments temporels qui permettent de valider et de hiérarchiser temporairement les actions à effectuer pour l'utilisateur. Donc ça, c'est ce manager est en capacité, vous voyez, d'intervenir sur l'inscription des utilisateurs. Alors, volontairement, encore une fois, je lui ai donné la capacité de faire d'autres choses pour éviter de me connecter 10 000 fois avec 10 000 comptes différents. Donc, je lui ai donné la capacité aussi d'être formateur. Et puis, je lui ai donné aussi la capacité d'intervenir sur les règles dynamiques. Là, on va pouvoir, je le verrai peut-être sur un autre compte, mais si je prends le profil si en tout cas je vais dans les cours, là, vous voyez, je suis lié en fait à une structure qui s'appelle VitaResto. Les cours que je propose sont directement intégrés dans une catégorie et je vais pouvoir créer des sous-catégories, donc trier comme un dossier au sein dans un ordinateur, trier les différents cours que je propose. Et après, je peux très bien en fait concevoir, mettre à disposition ces cours à différentes personnes ou les intégrer dans des parcours. Comment on crée un cours? C'est assez facilement. J'ai un bouton créer un cours
je choisis en fait différentes informations et derrière, je vais être dans la... derrière, une fois que j'ai validé la création de ce cours, je me mets rapidement en place. Je vais... Moi, au lieu d'enregistrer, je mets enregistrer, revenir. Je vais rentrer dans l'affichage. Voilà, je tombe sur le cours lui-même. Donc là, je vais pouvoir, en activant le mode édition, assez facilement, rajouter des sections ou des activités de ressources. Donc là, juste un petit topo par rapport au formateur. On a différentes activités et ressources dans Moodle Workplace. Donc, encore une fois, Moodle Workplace embarque tout un système, un certain nombre d'outils qui vont permettre aux formateurs de concevoir du contenu pédagogique. Donc on en a vu quelques-uns, hein. Je vous ai montré comment on pouvait rapidement mettre en place une vidéo, je vous ai montré en fait le contenu interactif H5P. Il y a plein de choses qui existent, l'événement présentiel qui permet aux utilisateurs de s'inscrire. On a également la possibilité d'avoir des classes virtuelles donc, liées aux événements présentiels, de fournir du certificat, de mettre en place des chats, de mettre en place des devoirs. J'ai parlé du paquet SCORM, donc des contenus qui peuvent être déposés et produits par des contenus externes, donc généralement propriétaires. On a également la notion d'outils externes, donc on peut synchroniser des activités à des outils d'éléments externes qui peuvent être, par exemple, il y a beaucoup de plateformes de langue qui proposent ce système-là où l'utilisateur va directement être connecté à un compte sur un outil externe. Voilà toutes les ressources, toutes les activités et ressources qui sont proposées au sein de Moodle Workplace. Alors, si je retourne sur mon tableau de bord, je peux normalement aller intervenir, si je vais sur les apprentissages, je peux intervenir sur les différents éléments. Donc, vous voyez, si je vais dans les outils informatiques, donc je peux comme ça à tout moment rajouter des sections supplémentaires ou ajouter des activités supplémentaires. Alors, donc ça, c'est pour la partie formateur. J'ai plein d'outils qui existent. Si ça ne suffit pas, je peux très bien en rajouter par le biais de plugins supplémentaires, plugins qui dépendent directement de Moodle et qui sont conçus par la communauté, et ça facilement, et je peux très bien gérer facilement les outils. Donc le manager, vous voyez, il peut très bien être multicasquette. Donc là, j'ai fait exprès de lui donner la capacité d'accéder à la conception des cours. Il peut très bien aussi avoir la visibilité de différents programmes. Et c'est ce que je vous ai mis ici. Là. Donc là, en tant que manager, il a la visibilité de programmes, d'un certain nombre de rapports qui ont été construits pour lui, pour une segmentation de l'utilisateur qui correspond à sa situation. Et vous voyez qu'il a en fait un certain nombre d'éléments qui sont proposés avec la possibilité derrière de les exporter sur différents supports pour potentiellement pouvoir les exploiter d'une autre manière. Donc là, vous voyez, j'ai notamment quelqu'un qui a complété un parcours et j'ai la date et je peux comme ça donc assez facilement filtrer par les utilisateurs qui sont embarqués sur cette plateforme sont tagués comme appartenant à une position, une organisation. Donc voilà, on a le niveau hiérarchique, donc je peux très bien, par rapport à la situation auquel j'appartiens, aller sélectionner des utilisateurs. Donc là, si je voulais aller voir uniquement les personnes qui appartiennent à la prévente, je vais retrouver mon Francis Catelin avec lequel je m'étais connecté, qui effectivement suit la certification technicien support. On voit qu'il n'a rien fait, hein, qu'il est en place depuis le 16 juin, donc depuis hier. Voilà, donc voilà tout ce qu'on peut mettre. Alors, je vais me déconnecter de ce compte et me connecter sur un compte plus global pour vous montrer après comment tout ça s'articule et comment on peut assez facilement concevoir des organisations au sein de Moodle Workplace. Donc là, je me déconnecte de cet utilisateur et je vais me déconnecter directement sur un rôle qui s'appelle en fait administrateur global qui gère un certain nombre d'entités. Alors pour faire ça, je vais tout simplement aller sur... Hop, alors, je me déconnecte. Alors, ce que vous voyez là, c'est qu'en fait, là, concrètement, je vais me connecter au même URL, mais sur une entité différente. Parce qu'en fait, dans Moodle Workplace, on peut très bien décider de créer des petits Moodle Workplace avec qu'on appelle des entités, avec des gestions autonomes. Donc là, vous voyez, cet utilisateur-là appartient à une autre entité qui s'appelle Innovation, et je vais me connecter dessus, et je vais vous montrer qu'on peut en fait basculer d'une entité à l'autre assez facilement, et comment on peut en fait produire derrière des règles qui vont générer les actions dynamiquement.
Là, je me connecte avec administrateur global. Alors, administrateur global qui pourrait potentiellement être le responsable d'une ressource humaine d'une grosse structure qui gère plusieurs entités. Le responsable ressources humaines pourrait très bien être au sein d'une entité, appartenir juste à une entité et gérer qu'une entité, et pas l'ensemble des entités. Ce sera plus clair quand je vais vous montrer le fonctionnement. J'ai peur de me tromper, je vais retaper le mot de passe. On va aller vite. Alors, donc là, vous voyez, les entités, je les récupère ici. Donc j'ai la possibilité, si je commence par taper Vital, hop, vous voyez, j'ai la possibilité d'aller chercher Vita Resto. Et donc je pourrais très bien changer d'entité et aller basculer, moi basculer vers l'entité Vita Resto. Après, bon, vous avez, en tant qu'administrateur global, qui peut encore une fois être quelqu'un qui est aux ressources humaines, j'ai la gestion globale de la plateforme. Donc je peux gérer l'ensemble des entités, l'ensemble des utilisateurs. Et je peux créer aussi autant d'entités que je souhaite. Une entité, c'est quelque chose qui va permettre de segmenter les utilisateurs, de compartimenter les utilisateurs et l'offre de formation et de compartimenter mon Moodle Workplace. Donc, je vais pouvoir déléguer en fait cette partie de Moodle Workplace à une personne en particulier ou un ensemble d'utilisateurs. Ça peut être une entité, ça peut très bien être je forme en interne mes collaborateurs et je forme en externe des clients, auquel cas tous les clients seront des entités et puis j'aurai une entité qui représentera mes collaborateurs en interne. Et ça peut être sinon une grosse structure qui rayonne au niveau à l'international et qui souhaite en fait mettre à disposition une partie de Moodle Workplace à chaque pays. Donc un pays égale une entité. Ce qui est intéressant, c'est que derrière, si je prends la notion d'entité, là, si je rentre dans cette notion d'entité, derrière, voilà, je suis dans l'entité Vita Resto, je peux nommer un administrateur d'entité. Cette personne-là va être en mesure de gérer cette entité uniquement. Elle aura les mêmes capacités que l'administrateur global, mais cantonnée à son entité. Donc, elle aura cette vision-là, ce menu-là, qui est le menu qui est propre à l'entité. Et derrière, elle aura la capacité de créer des rapports, de mettre en place la structure organisationnelle, etc., etc. Donc, l'entité, premier échelon qui permet de compartimenter les utilisateurs. Derrière ça, on a quelque chose qui va intéresser énormément les ressources humaines, c'est la capacité de l'outil à mapper la structure hiérarchique et organisationnelle de l'entreprise dans l'outil. Donc là, concrètement, alors ça peut se faire manuellement, mais c'est généralement fait par une synchronisation de Moodle Workplace avec les outils SRH. On peut synchroniser les organisations et les positions. Donc là, ce sont des arbres hiérarchiques, hein. On met ce qu'on veut dedans. Donc, synchroniser les hiérarchies des utilisateurs directement dans Moodle Workplace. Donc là, vous voyez, j'ai mis en place tout un système. Donc, je retrouve ma hiérarchie avant-vente et après-vente, avec le nombre de personnes affectées à ces postes. Un utilisateur peut avoir plusieurs postes. Et derrière, j'ai la position. Donc, la position, ça va être potentiellement la même chose, c'est-à-dire qu'un arbre hiérarchique, mais avec des permissions supplémentaires, donc des profils utilisateurs qui vont permettre de différencier les affichages. Donc là, c'est par exemple le manager avec lequel j'étais connecté était responsable d'organisation et lui, il a la visibilité des rapports, il a la capacité d'allouer des utilisateurs à des programmes de certification et il a la notion d'alerte. Ça veut dire que dès qu'on met en place une certification avec la notion de notification, cet utilisateur va être alerté. Donc là, vous voyez, on peut affecter autant de postes qu'on souhaite avec la notion de date et de fin. Si ça ne suffit pas, on peut rajouter des champs de profil. Donc on a vraiment cette notion de j'embarque les attributs que je connais qui qualifient mes utilisateurs au sein de mon entreprise dans Moodle Workplace en vue derrière d'effectuer des actions en masse. Et ces actions en masse, ce sont tout simplement les structures, sont tout simplement les règles dynamiques dont je vous parlais au tout départ. Les règles dynamiques, donc là, si je rentre dans celle que j'utilise pour embarquer, faire de l'onboarding sur les certificats, sur la certification des techniciens support, voilà les deux règles que j'ai récupérées. Première règle, va me chercher tous les utilisateurs qui appartiennent à l'organisation après-vente, sans prendre en compte les organisations ou les sous-organisations, et pareil en avant-vente. Et en action, j'ai tout simplement, tu vas affecter les utilisateurs à la certification technicien support, et tu vas en même temps notifier, donc là vous voyez, je vais vous rentrer dans cet élément-là, notifier les utilisateurs en leur souhaitant la bienvenue, et également en leur informant qu'ils ont un mois pour le faire, hein, donc vous disposez d'un mois pour vous certifier, et on va aussi notifier les responsables d'organisation pour que chaque manager soit au courant. Vous voyez, on a un système de placeholder qui permet de remplacer le champ
pour personnaliser l'information. Et donc tout ça, ce sont des règles qu'on va pouvoir poser. Donc dès que la condition est remplie, l'action se déclenche. Donc, en termes d'ergonomie, de fonctionnement, on est sur quelque chose d'hyper simple. On peut décider d'ailleurs de la récurrence d'action de ces règles. Si je reviens sur les règles, là, je peux très bien changer la récurrence d'action de cette règle. Je pourrais limiter, dire qu'elle s'exécute une fois, etc. Donc là, si j'ai une notification, par exemple, ou un rappel à quelque chose, un rappel à l'ordre sur un retard, ça ne sert à rien de la déclencher toutes les 2 minutes. On pourrait très bien dire que chaque semaine, on fait un bilan de personnes qui sont en retard, ou chaque jour, chaque matin, on envoie une notification en disant « Attention, tu dois suivre tel élément ». On a cette notion aussi de retard, hein, si vous voyez sur la notion de certification, je peux très bien, derrière, de manière globale, mettre en place des conditions qui vont dépendre, par exemple, du retard d'un utilisateur dans un parcours. Voilà, donc on peut effectuer donc dans les conditions. Bon, là, les conditions sont figées parce que je les ai mis en place et je ne peux plus les modifier. Mais si je lançais une autre condition, je pourrais très bien, si je vais dans un test, je pense, je peux très bien aller chercher un utilisateur qui a une certification qui est en retard, par exemple, et là déclencher des actions en fonction. Voilà, donc cette notion de règles dynamiques qu'on retrouve et qui permettent de assez facilement automatiser et effectuer pour les ressources humaines des actions en masse qui vont permettre de générer des embarquements vers des parcours pour les utilisateurs qui sont nouvellement créés. Donc ça, c'est la partie règles dynamiques. Le dernier point qu'on doit voir, ça va être cette notion de rapport. Les rapports qui vont permettre, à la fois pour les managers comme pour les responsables ressources humaines, avoir cette visibilité de ce qui se passe sur la plateforme. Donc là, on a comme n'importe quel rapport, alors attention, on parle de rapport et pas comment ça s'appelle, c'est pas des rapports d'analyse, on est sur des rapports bruts. Là, si je clique sur un nouveau rapport, j'ai une fenêtre qui s'ouvre où je vais choisir la source de mon rapport, parce que je ne peux pas croiser n'importe quel élément. Hein. Là, je vais choisir le programme, les certifications, les événements présentiels, ou choisir les cours. Je ne peux pas croiser tout ça. Et derrière, ça va me permettre d'avoir des systèmes qui vont ressembler à ça. Alors, un rapport, vous n'attendez pas à des camemberts dans tous les sens, même si on peut potentiellement le faire. Ça reste principalement quelque chose qui ressemble à un tableau, celui que je vous ai montré, qui est exportable, qui est même d'ailleurs, qui peut être planifié en envoi à des personnes qui appartiennent forcément à la structure, au Moodle Workplace. On peut déterminer les utilisateurs qui vont être visibles sur ce rapport-là, et derrière, faire en sorte que ces utilisateurs puissent les avoir à disposition comme le manager que je vous ai montré. Donc là, les rapports, on peut les créer comme on veut. Ce sont des tables dans lesquelles on peut rajouter autant d'éléments qu'on souhaite. On peut imposer des filtres ou imposer des conditions d'affichage, qui fait qu'un utilisateur ne verra que les conditions qui ont été posées, ou lui permettre de filtrer derrière, si je souhaite, par position ou organisation. Voilà, je suis allé vite, on a vu beaucoup de choses rapidement. Je peux très bien, si ça vous intéresse, faire des focus particuliers sur cet outil-là. Si vous avez des choses pour lesquelles je suis allé un peu trop rapidement, n'hésitez pas à nous solliciter en direct. Je vais maintenant passer aux questions s'il y en a et répondre. Mais vraiment, si j'ai été vite sur certains éléments, n'hésitez pas à revenir vers nous. On pourra très bien faire un focus particulier avec une démo spécifique correspondant à vos attentes. Alors, récupérer les questions. Je ne sais pas si tu en as, Audrey. Pas pour le moment, Benoît. D'accord. Je vais arrêter mon partage peut-être. Hop. J'arrête le partage. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions, pas du tout. A priori, il n'y en a pas. Bon. Peut-être une question que je vais poser moi-même, c'est... Ah, voilà. Alors, on va laisser Antoine poser sa question. Un institut de formation peut-il ouvrir des formations à des clients? Oui, bien sûr. C'est-à-dire que alors, le Moodle Workplace se prête facilement, enfin, l'installation pour un centre de formation peut être intéressante dans la mesure où vous pouvez très bien, vous,
créer une entité sur laquelle vous allez en fait créer des clients qui seront tout simplement une structure hiérarchique organisationnelle en bridant un certain nombre d'accès. Vous pouvez en fait créer des entités qui vont être vos clients, dans lesquelles vous pouvez mettre à disposition, compartimenter les utilisateurs et juste inscrire finalement des apprenants, ou donner la capacité à ce client-là d'être autonome dans la gestion de son LMS. Donc, vous voyez, vous allez pouvoir être force de proposition et aller au-delà de la simple mise à disposition de contenu de formation. Ça peut être, on vous donne un espace qui vous est propre, parce que ce qu'il faut comprendre derrière, c'est que l'entité est customisable graphiquement, et donc il y a vraiment en fait un élément qui sera, enfin en tout cas un environnement graphique qui sera propre à votre client. Donc oui, c'est une réponse assez longue pour potentiellement répondre que oui. Alors, des informations sur les systèmes de paiement. Alors, le système de paiement, donc là, alors c'est quelque chose qui est intéressant à comprendre. Si vous connaissez Moodle, il y a ce qu'on appelle des versions dans Moodle. La dernière version de Moodle, c'est la version 3.11. Ce qui est intéressant avec Moodle Workplace, c'est qu'on met en place, enfin, on met à jour Moodle au fil de l'eau. Vous êtes là, je suis sur la dernière version 3.10.4. La prochaine version, c'est 3.11. Elle sera déployée je pense, assez rapidement. Et la dernière version 3.11 permet de bénéficier de la mise en place de librairies de paiement. Donc on peut en fait comme ça gérer des méthodes d'inscription à des cours qui vont dépendre du paiement d'un utilisateur. Donc là, l'utilisateur va être inscrit à la formation, enfin pas à la formation, mais à la plateforme, et il va avoir un catalogue de cours qui va lui proposer un certain nombre de cours, mais s'il veut rentrer dans le cours lui-même, il va devoir payer, et là vous avez du PayPal, vous avez du paiement, du Paylib, vous avez plein de types de paiements. On peut même en rajouter par le biais de modules spécifiques créés sur mesure, modules qui sont proposés par différentes banques pour valider cet aspect-là. Peut-on créer directement un e-learning avec Moodle Workplace ou faut-il importer les SCORM? Les deux. Alors, je m'excuse si je n'ai pas été clair, mais c'est vraiment les deux. En gros, on peut très bien... vous avez Moodle, dans Moodle Workplace, vous avez ce qu'on appelle des activités et des ressources. Parmi les activités, vous avez des activités qui vont pouvoir être créées directement par l'outil. Donc là, je vous ai montré, il y a H5P, il y a la possibilité de mettre en place des tests, des feedbacks, de la classe virtuelle, la possibilité de mettre des ateliers pratiques avec de l'inscription en fait à des sessions présentielles. On peut très bien, derrière ça, donc permettre à un formateur de concevoir du cours directement dans Moodle Workplace. Et on peut aussi, derrière, donner la capacité à ces formateurs qui ont construit un parcours pédagogique avec un outil externe, de déposer ce contenu sous forme de SCORM. Là, on peut faire les deux. Oui, alors on peut installer des plugins en plus. Alors, avec ce point de vigilance qui est sur Moodle Workplace, comme je disais tout à l'heure, sur Moodle Workplace, on met à jour le corps de Moodle au fil de l'eau. C'est-à-dire que vous avez toujours la dernière version disponible de Moodle derrière. Alors, l'inconvénient, c'est que si le plugin qu'on installe n'est pas compatible avec la version que l'on déploie, il va y avoir, ce plugin risque d'être potentiellement de ne pas fonctionner comme il faut. Donc là, c'est notre rôle, en fait, en tant que partenaire, de vous aiguiller sur les plugins qui sont les plus efficaces et qui répondent le plus à certaines problématiques et qui sont les plus intéressants en termes de capacité d'adaptation par rapport à Moodle Workplace. Il y a une question aussi, est-ce que cette plateforme est payante? Quel est l'ordre de prix? Alors oui, Moodle est gratuit, Moodle classique est gratuit, Moodle Workplace est payant. C'est une solution qui est sur sa base en partie open source et sur l'autre, donc tout ce dont j'ai parlé, à savoir les règles dynamiques, toutes les fonctionnalités propres à l'entreprise, cet aspect-là est payant. À ce niveau-là, vous êtes obligé de passer par un partenaire d'un certain niveau pour être en capacité d'installer, d'utiliser cette solution-là. Donc oui, c'est payant. L'ordre d'idée, ça dépend le nombre d'utilisateurs simultanés qui vont se connecter à votre plateforme. Attention, c'est le nombre d'utilisateurs simultanés. Donc, ce n'est pas du tout le nombre d'utilisateurs actifs ou potentiellement inscrits sur la plateforme. C'est vraiment le nombre d'utilisateurs qui vont effectuer une charge au niveau du serveur. Là, le modèle économique change fortement par rapport à certaines plateformes propriétaires. Alors après, on peut affiner ça. Si vous revenez vers nous, on peut très bien prévoir
une session où vous même formuler un devis spécifique par rapport au nombre d'utilisateurs attendus en simultané. Est-il possible de mettre en place un envoi automatique du rapport à chaque fin de session, par exemple, où l'accès est donné directement? L'accès est donné directement, mais vous avez la notion de planification. Alors, cette planification, elle ne dépend pas d'une fin de session, elle dépend d'une récurrence temporelle. Ça va être, donc, ça ne va pas être à l'achèvement de quelque chose, ça va être toutes les semaines, envoie cet élément-là à telle personne. Alors attention, c'était le cas avant, c'est plus le cas maintenant. Les utilisateurs doivent appartenir à être inscrits dans Moodle Workplace. Ça veut dire ce ne peut pas être des personnes qui n'existent pas, qui n'ont pas de compte dans Moodle Workplace. Pourquoi? Pour justement des raisons de RGPD. Il ne faut pas envoyer des données sensibles correspondant à des rapports utilisateurs à des personnes qui potentiellement n'appartiennent pas à la structure. Voilà, donc ça c'est comment s'appelle ce point-là peut très bien être, c'est vous qui planifiez la récurrence. Peut-on héberger la plateforme et vous donner un accès VPN pour la maintenance? C'est des cas vraiment, enfin, ce sont des cas très particuliers. Ça nécessite qu'on en discute. C'est Moodle Workplace, c'est pas nous qui sommes en fait. Enfin, derrière, ce qu'il faut comprendre, c'est que Moodle Workplace dépend directement d'une structure qui s'appelle Moodle HQ, qui est pour Moodle Headquarter, qui est en fait le siège de Moodle, qui propose cette solution. On a tout un contrat qui a été signé avec eux qui fait qu'on est obligé de l'héberger. C'est-à-dire qu'il faut forcément être en mode SaaS. Il y a quelques dérogations qui sont possibles, mais qui entraînent alors, on parlait de VPN, c'est très bien, c'était un premier élément, mais ce VPN, enfin, en tout cas, on doit être en mesure d'avoir accès pas qu'à une petite partie de votre serveur. Généralement, c'est vraiment toute une grosse partie du serveur. Il y a en informatique, tout un système qui doit être mis en place. Donc ça, c'est le premier point qui peut potentiellement être bloquant par rapport à votre SI. Et le deuxième point, c'est ça entraîne des coûts supplémentaires de notre côté, tout simplement parce que des actions qui sont mises en place, notamment pour des mises à jour qui sont effectuées par des tâches planifiées de manière automatisée chez nous, qui n'entraînent pas de coûts forcément supplémentaires, vont générer des coûts supplémentaires si on doit la maintenir en externe. Donc des coûts humains qui peuvent être importants. Mais ça, je vous invite vraiment à revenir vers nous et on peut très bien en fonction de la taille, etc., de votre entreprise, du nombre de connexions simultanées, effectuer un devis et par rapport à ça, voir si on répond à vos attentes. Sachez par rapport à cet aspect-là d'hébergement, c'est qu'on héberge sur des plateformes qui sont... On peut très bien héberger sur du Azure, sur de l'AWS, sur de l'OVH, sur des serveurs qui sont en Union européenne, et on peut très bien, ou même directement en France, hein, si besoin. On est ISO 27000, j'en ai pas parlé sur la présentation, et cette certification-là peut vous permettre d'avoir l'assurance qu'on traite vos données et la sécurité informatique comme il se doit. Peut-on installer les plugins? On est installé. Oh, j'avais pas vu cette question, excusez-moi. Alors, non. Alors, quelles que soient les solutions qu'on héberge, que ce soit Moodle ou Moodle Workplace, vous n'avez pas la capacité d'installer des plugins. Tout simplement parce qu'on doit être garant de la sécurité qui a été mise en place sur la plateforme. Très bien. S'il n'y a plus d'autres questions, je pense que c'est tout. Bon, très bien. Merci à vous tous. Bonne journée, bon appétit et avec plaisir pour répondre à de prochaines questions si besoin. Merci beaucoup. Au revoir.